présidentielle de 2025, prévue en octobre prochain, soulève quelques inquiétudes. Une atmosphère récurrente tous les 5 ans montrant, une fois de plus, que la Côte d'Ivoire se trouve à un tournant décisif. Comment créer un climat apaisé et politique serein avant ce scrutin? Les discours des leaders politiques sont scrutés et analysés. Ont-ils la seule responsabilité du maintien de la paix? Autour de cette table, des représentants de partis politiques pour un thème présidentiel 2025, quel climat apaisé autour de discours? Docteur Guy Bessongui, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes docteur Guy Bessongui Ndatien Séverin. Vous êtes directeur de cabinet adjoint du secrétaire exécutif du RHDP. Et par ailleurs, vous êtes docteur en droit et avocat. C'est bien cela? Effectivement. Bienvenue parmi nous. Merci. À ma droite, nous avons l'honorable Tchéidé Jean Gervais. Bonsoir, honorable. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous êtes secrétaire général et porte-parole adjoint du PPACI. Tout à fait. Bienvenue. À vos côtés, donc sur votre droite, nous avons M. Veil Bernard. Vous êtes vice-président, secrétaire général en chef du secrétariat exécutif adjoint chargé de l'animation et de la vie du parti, membre du bureau politique du PDCI. C'est bien ça? Exact. Merci d'être parmi nous. Je vous en prie, madame. Et sur ma gauche, nous avons le représentant du FPI. Bonsoir, monsieur Niepa Barthélémy. Alors, vous êtes secrétaire général, porte-parole du Front populaire ivoirien, le FPI. C'est exact. Bienvenue parmi nous, messieurs. Et ce soir, nous allons parler de cette présidentielle de 2005. Quel discours pour un climat apaisé? Alors, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez ce soir, vous aurez la possibilité, bien sûr, d'intervenir, de participer, de poser vos questions à travers le code QR qui va apparaître au bas de l'écran. Et vos questions seront bien sûr posées et partagées à nos invités. Premier arrêt de ce débat, un état des lieux réalisé par David Soyo. À quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025, le paysage politique présente 2 tableaux selon les experts. Majorité présidentielle et opposition. Au niveau de la majorité présidentielle, on constate un optimisme, une confiance par rapport aux élections présidentielles 2025. Dans le discours des acteurs, on s'attend à un plébiscite du parti au pouvoir. Et pour des raisons bien précises, le parti au pouvoir a fait un succès électoral récemment lors des élections locales. Et le parti au pouvoir est confiant parce que justement, il compte sur un vote rétrospectif, c'est-à-dire un vote basé sur son bilan. D'ailleurs, un bilan qui est tout de même éloquent. Au niveau de l'opposition, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'opposition est dans une posture de doute. Naturellement, parce qu'il y a encore des revendications politiques qui ne sont pas satisfaites. Les 2 camps sont sur le terrain. Chaque formation politique mobilise ses militants et sympathisants. Absence de dialogue, invectives, menaces, alimentent meetings, rencontres et enflamment la toile. La situation inquiète. Le discours des différentes personnalités politiques nous inquiète parce que nous avons vécu des choses vraiment... si même je peux le dire, un drame en 2010. Avec la crise post-électorale de 2010, nous ne voulons plus en fait revivre ce genre de choses. Nous avons les mêmes acteurs qui sont en présence, avec l'ancien président Gbagbo qui dit qu'il est candidat, avec les militants du RHDP qui disent qu'ils veulent que leur président soit encore dans la course. On s'inquiète. On a l'impression que le climat social sera encore tendu comme en 2010. On s'inquiète pour la Côte d'Ivoire, pour notre sécurité. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de polémiques parce que ce n'est pas tout le monde qui a la même idéologie. D'autres pensent qu'il y aura des bruits de guerre, d'autres pensent qu'il n'y aura rien. Et cela trouble un peu la population, ça inquiète tout le monde. L'inquiétude est également partagée par société civile et experts du monde politique. Les acteurs politiques, lors des dialogues politiques qui ont eu lieu, avaient justement pris l'engagement de faire en sorte que la violence puisse disparaître du champ politique. Mais il faut constater qu'aujourd'hui, le discours est en train de changer. On sent que dans le discours, il y a des menaces. Il y a des menaces voilées ou des menaces directes parce que certains acteurs politiques présagent déjà qu'en 2025, il y aura de la violence. Parce que justement, dans le discours, la bonne tenue des élections est annexée justement à la prise en compte de leurs revendications.
Apprendre des erreurs du passé et mettre en avant l'intérêt collectif, maxime proposée par les observateurs pour éviter des tensions avant, pendant et après la période électorale. En attendant, les Ivoiriens rêvent d'un scrutin apaisé, inclusif, crédible et avec zéro violence. Un scrutin apaisé avec zéro violence. Merci, Davis Oyo. Docteur Guy Bessongui, je me tourne vers vous pour commencer. Un commentaire sur ce qu'on vient de voir. Alors, je pense que le reportage qui a été fait rappelle un peu les inquiétudes qu'on peut observer des Ivoiriens de part et d'autre. Mais je voudrais relever qu'au-delà de ces inquiétudes relevées, le climat social, politique est relativement tout de même apaisé. Et les partis politiques, il y a un climat qui est mis en place, et notamment un espace démocratique qui permet à l'activité de l'ensemble des partis politiques d'exercer librement leurs activités. Chacun fait ses tournées politiques et chacun organise également ses meetings et ses réunions politiques. Alors, on a tout de même, on peut noter quelques éclats et écarts de tonalité, mais cela est marginal selon moi et ne peut mettre en cause nullement le climat apaisé actuellement. Nous sommes en janvier, on verra pour la suite si la tonalité ira grimpant, mais pour l'instant, on peut observer un calme pour l'instant. Pour l'instant, on observe un calme. Honorable, quel est votre sentiment justement après ces commentaires et ce que vous observez vous-même? Eh bien, je vous remercie, madame. Vous voyez, les commentaires font état des inquiétudes, de l'angoisse, de l'anxiété, et je partage cela. Parce que à l'approche, enfin, nous sommes dans l'année électorale 2025, et les Ivoiriens auraient bien voulu voir la classe politique s'entendre sur un minimum, dans un consensus sur les conditions d'élection. Parce que toute élection donne beaucoup de discours, comme disent les jeunes, lorsque les conditions de transparence, d'inclusivité ne sont pas remplies. J'ai bien aimé la chute du reporter, du journaliste, qui a dit élection inclusive, transparente, avec zéro violence. En général. Ça date déjà en 2015, cela avait été la maxime, déjà en 2015. Oui. Alors, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est face à un choix à faire. Le choix est de dire, est-ce que nous voulons répéter les erreurs du passé ou alors nous voulons nous surpasser, dépasser nos égos et dépasser nos calculs et placer la Côte d'Ivoire au-delà de nos ambitions personnelles. Lorsque des gens disent qu'ils sont candidats, si nous faisons un minimum de confiance au peuple de Côte d'Ivoire, qu'ils choisissent dans des conditions de transparence, ils vont choisir le président qu'ils veulent. Mais pour cela, il faut qu'il n'y ait aucune manœuvre qui vise à exclure un candidat, comme c'est le cas du président Laurent Gbagbo, par exemple. Pour l'instant, nous ne sommes pas en période électorale, mais surtout pour l'instant, je tiens quand même à le rappeler, il n'y a pas de candidat. Il peut y avoir des candidats à la candidature, mais pour l'instant, officiellement, honorable, pour le PPACI, il n'y a pas de candidat. Ça, c'est une décision en interne, mais pour l'instant, au regard des juridictions en présence, il n'y a pas de candidat. Je me base sur le droit. Je voudrais demander au vice-président du PDC, M. Bernard, de rebondir justement sur ce qui a été dit par Dr Guy Bessongui, par honorable Tchédé Jean Gervais. Quel est votre regard justement par rapport à ce qui a été dit et sur la situation politique actuelle? Merci, madame. Vous savez que, on le dit souvent, les mêmes causes produisent les mêmes effets. L'inquiétude palpable de la population s'appuie sur le fait qu'à travers les discours, effectivement, on est comme à l'étape de départ, comme on n'a pas à tirer les leçons de ce que la Côte d'Ivoire a vécu. Toutes les crises qu'il y a eu en Côte d'Ivoire sont parties des problèmes de l'éligibilité, du rejet de candidats, depuis le début. Et aujourd'hui, les partis de l'opposition, ce n'est pas une exigence, c'est-à-dire ce n'est pas des préalables qu'ils posent, mais c'est des étapes de consensus de départ pour éviter qu'en aval,
il est des complications. Je m'explique. Très rapidement, parce que je voudrais également écouter le SG du FPI, s'il vous plaît. Très rapidement. Oui. Les discours qui inquiètent, c'est l'exclusivité. Vous savez, le nonce apostolique, dans la présentation de vœux au président de la République, a tenu un discours important qui prend en compte la préoccupation de la population et des partis politiques que nous sommes. Pour avoir une élection apaisée, il faut qu'elle soit d'abord préparée de façon à ce que les conditions de transparence et d'équité et d'inclusivité soient remplies. C'est sur cette base-là qu'on peut parler de climat apaisé quand on passera à la phase élective. Je voudrais vraiment vous entendre, M. Niépa Barthélémy, après tout ce qui a été dit. Oui. Quel est votre regard, justement? On parle d'inquiétude, on parle d'inclusivité. Qu'est-ce que le FPI, puisque vous êtes sur ce plateau au nom du FPI, quel est votre regard, justement, sur la situation? Bon, merci, madame. Certains font observer que les partis politiques, en faisant leur activité sur le terrain, que ça induit, ça explique qu'il y a la tranquillité. Ça, c'est ce qu'on déduit. Mais en même temps, les Ivoiriens ont peur. Les Ivoiriens ont peur. Les Ivoiriens ou des Ivoiriens? Les Ivoiriens. Même ceux qui sont Ivoiriens et ceux qui vivent dans le pays ont peur. Parce qu'ils ont des intérêts. Alors, dans ce cas-là, c'est celui qui tient les manettes du pouvoir. Celui qui est au volant de la Côte d'Ivoire. C'est son attitude, c'est son discours qui peut rassurer, qui peut amener les Ivoiriens à ne plus avoir peur. Ça, c'est important. Alors, je voudrais rebondir sur ce que vous dites, et cette question, je vais la poser à tout le monde. Est-ce que le seul garant de la paix dans un pays, au-delà même de la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on parle de la Côte d'Ivoire, est-ce que le seul garant de la paix dans un pays est celui qui est à la tête? Quel est le rôle que vous-même devez jouer? Il a une grande responsabilité. Oui. Parce que lorsque vous tenez le volant d'un véhicule, dans le véhicule, il peut y avoir des contestataires qui peuvent même t'insulter. Mais si tu rassures les passagers, tu peux les conduire à bon port. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, moi, je me demande, quelle est votre... Oui, alors moi, je quelle est votre part de responsabilité, justement? Parce que là, on a fait le tour. Vous avez donné vos avis, ce qui est tout à fait normal. Mais quelle est votre part? Quelle serait votre part? Parce qu'on ne sait pas les accusations. Quelle serait votre part de responsabilité quant à ce climat qui est peut-être, pour certains, chargé d'inquiétude? Vous, les hommes politiques. Alors, moi, je parlerais plutôt quel rôle on peut jouer en tant que parti politique responsable. Nous en parlerons dans la troisième partie, si vous permettez, parce que justement, elle sera importante pour lancer un appel à ceux qui nous regardent. Alors, la responsabilité, c'est quand il y a un problème. Dans le cas d'espèce, tout le monde parle d'inquiétude, tout le monde parle de peur. À ce moment-là, eh bien, celui qui peut réunir les conditions pour rassurer qui? Rassurer le parti d'opposition. C'est ça qui est la question. C'est quand les partis politiques qui veulent compétir pour aller conquérir le fauteuil dans lequel est assis l'actuel chef de l'État, quand ils sont rassurés que les conditions sont réunies pour que s'ils déploient leur stratégie, ils ont des chances de gagner, à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Parce que là, la population voit que toutes les équipes sont capables de jouer et que les règles sont les mêmes pour tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le plus important. Tant qu'on élude cette question, qu'on la dévie, on ne touche pas le vrai problème. Alors, maintenant, la responsabilité... Votre responsabilité, justement. La responsabilité d'un parti politique comme le nôtre, c'est de se préparer et de faire des propositions constructives. C'est ce que nous on fait. Et dans le cadre de notre slogan habituel, depuis 1990, asseyons-nous et discutons, nous sommes prêts, avec documents à l'appui, à aborder toutes les questions qui préoccupent les gens sur la transparence de l'élection, sur son inclusivité et toutes les propositions que nous pouvons faire pour qu'on en discute autour d'une table de discussion. Alors, docteur Guy Bessongui, quel est justement votre regard par rapport à ce qui se dit? Les questions commencent à arriver, mais je vais vous entendre justement par rapport à ce qui a été dit. Est-ce qu'il faille qu'il y ait un élément déterminant pour qu'on ait des élections apaisées, en tout cas une situation apaisée? Et puis, par rapport à ce que des Ivoiriens disent, en tout cas à partir de ce document, est-ce que vous assumez la responsabilité de cette inquiétude qui naît
chez les Ivoiriens au regard de ce micro-trottoir? Alors, je dirais simplement qu'on comprend, pas qu'on a su la responsabilité, on comprend l'inquiétude. Et je vais y revenir, mais déjà très rapidement, oui. Il faut simplement, on parlait de discours politique. Regardons, si vous avez bien écouté ou regardé le discours du président de la République le 31 décembre, il a tout de même tenu des propos de nature à apaiser la situation. Et je le cite d'ailleurs, il disait que la paix constitue pour nous une valeur cardinale que nous devrons préserver en toutes circonstances. Voyez-vous? Et ça, c'est le discours du 31 décembre. Et il ajoute que l'élection sera apaisée, transparente et démocratique. Mais est-ce qu'il ne faut pas des conditions pour... Monsieur le directeur de cabinet. Oui. Allez-y. Est-ce que elle sera... Évidemment, c'est un engagement... Monsieur le secrétaire général parlait justement du président de la République qui doit prendre du gouvernement la parole. De la République. Est-ce que c'est suffisant, justement? C'est déjà important. Mais, et vous, les acteurs politiques? Le président de la République rassure les populations au regard de ces inquiétudes que nous venons d'entendre lors de votre micro-trottoir. Oui. Alors, c'est quand même la clé de voûte du régime, du pouvoir. C'est le détenteur du pouvoir. Donc, il donne les gages et les garanties aux populations pour dire l'élection sera apaisée. L'élection sera... Moi, je n'ai pas entendu de garanties. J'ai entendu des déclarations que l'élection sera transparente et démocratique. Et en le prenant au mot, on veut s'entendre sur la définition de... Est-ce que lorsque des candidats sont exclus par des artifices... Aucun candidat n'est exclu. Hein. Pour l'instant, on est bien d'accord. Pour ce qui me concerne... Je veux dire, pour l'instant, il s'agit des conditions à créer et à mettre en place pour que l'élection soit démocratique et transparente. Là, si on est d'accord, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Si on est d'accord sur le fait qu'on va discuter sur les conditions pour que l'élection soit in fine démocratique et apaisée, à ce moment-là, on commence à s'entendre. On parle, je vais repréciser, on parle d'un climat apaisé avant, pendant et après. L'élection, c'est le bout de la chaîne. Mais aujourd'hui, effectivement, on parle de ce que vous pouvez apporter. Quel va être votre rôle pour que le climat soit apaisé avant, pendant et après? Je voudrais écouter... oui, allez-y, monsieur le vice-président, et on va prendre des questions. C'est ça. Vous avez posé une question de responsabilité des partis d'opposition. Est-ce que vous l'assumez? En ce qui nous concerne, PDCI-RDA, nous avons toujours démontré que notre première préoccupation, c'est d'abord la paix, la concorde et la protection de l'unité nationale, en tout temps. Et au vu de cet objectif, le PDCI a été à la pointe de tous les sacrifices. Nous sommes là aujourd'hui. Le président Bédié, vous avez vu tout ce qu'il a fait, l'appel en 2010 pour la paix, a voté au second tour pour le président Alassane Ouattara. En 2015, il a décidé que le PDCI renonce à présenter un candidat pour la paix, pour que le PDCI... Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, ce que je veux vous dire, vous avez vu en 2010, en 2020, il y a eu le boycott actif, le PDCI n'est pas allé aux élections présidentielles. Mais quand, après, en 2021, le parti au pouvoir, sous l'égide de l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko, a appelé tous les partis de l'opposition à un dialogue politique. Le PDCI est allé au dialogue politique. Et au sortir de ce dialogue politique, étant convenu sur des points d'accord, le PDCI est allé aux élections législatives. Alors, je rappelle donc, c'est pour ça pour vous dire que le PDCI n'est pas dans une posture guerrière. Mais il faut... On ne peut pas proclamer simplement que les élections seront démocratiques, apaisées. C'est les actions qui prouvent et qui doivent marquer ce caractère apaisé. Et c'est pour cela, madame, c'est important. Je vous écoute. Nous, en tant que parti politique, nous scrutons mot à mot le discours de tenant du pouvoir. Alors, M. Guy-Fozongi l'a dit tout à l'heure. Le discours à la nation du président de la République et le discours devant les diplomates pendant la présentation des vœux
il n'est pas apparu le mot inclusif. Alors, parce qu'il y a des conditions qui garantissent le caractère apaisé. Monsieur le vice-président. C'est important, parce que c'est ça qui constitue les germes de la crise qui peuvent arriver par la suite. Et j'insiste beaucoup sur ça. Monsieur le vice-président, je pense que vous aurez l'occasion, peut-être, je ne vais pas m'avancer dans les discussions et peut-être au niveau de l'émission, on pourra en reparler. Mais je voudrais vraiment écouter le secrétaire général du FPI, M. Nipa Barthélémy, et après j'aurai une question. Merci, madame. Notre responsabilité, c'est d'attirer l'attention de ceux qui tiennent le pouvoir par rapport à ce que nous avons vécu. Le camarade du PDCI l'a dit, que c'est d'abord la question d'éligibilité qui a toujours posé problème. Donc ce que nous faisons au niveau du Front populaire ivoirien, c'est de dire en tension la question de l'éligibilité des candidatures là sera encore à l'heure du jour. Il faut faire très attention. Et nous disons que ce qui avait posé problème en 2020, qui a entraîné des morts, ce ne serait pas bien qu'on revienne encore là-dessus. Alors moi, je vais vous poser une question à tous les quatre. Deuxièmement, oui, allez-y. Nous disons que lorsque tu as les manettes, c'est toi qui prends les décisions. Et qu'il y a des sons dissonants. Ton devoir, c'est d'appeler à une concertation. Alors justement, je suis obligé de vous couper la parole. Excusez-moi, parce que je rebondis sur ce que vous allez dire. Oui. Il y a une question qui vient justement de Côte d'Ivoire, c'est intelligent, qu'il dit, et de façon très directe, quelles sont les démarches que les partis politiques de l'opposition, on en a 3 sur le plateau, proposent pour un dialogue apaisé. Mais vraiment très rapidement, quelles sont les démarches que les partis politiques de l'opposition proposent pour un dialogue apaisé? Comme vous aviez la parole, je vous laisse terminer. Je vais écouter Monsieur le vice-président et honorable, et nous passerons à une autre question, Monsieur Gbissangui. Mais vous pouvez intervenir. Hein. Vous avez un regard de toute la manière sur la vie politique de façon générale. Nous parlons de concertation. Oui. Ça peut prendre le mot, là, certains disent des dialogues politiques. Mais ça, c'est indispensable. Ce n'est pas, j'allais dire, un préalable, mais c'est un mode de fonctionnement de gouvernance. Nous l'avons vu pour obtenir la trêve sociale. Le ministre de la fonction publique a appelé les enseignants pour discuter et pour trouver une solution. Si les politiques ont des revendications, ont des préoccupations, il y a des raisons pour que celui qui tient les manettes là les écoute. Alors je vous rappelle quand même qu'il y a eu un dialogue politique, hein, et dans sa 5e séquence, on va dire, vous avez tous signé, partis politiques, société civile, vous avez signé, et l'élément qui est ressorti en réalité, c'était comment organiser ou préparer en tout cas le terrain pour des élections en 2025, parce que c'était déjà de toutes les manières dans les pipelines, pour 2025 des élections apaisées. Donc, quand même, vous étiez conscient qu'il y avait votre engagement pour préparer un climat apaisé pour les élections. Alors, je voudrais vous entendre. Madame la Présidente, Madame, s'il vous plaît. Oui, non, allez-y. Ce que je voulais vous dire. Oui, je vous écoute. Le mouvement politique, la scène politique est en mouvement. Ça, c'est un. Deuxièmement, on ne va pas inventer la roue. La démarche qui a toujours prospéré, c'est la convocation de tous les responsables politiques, des partis politiques les plus significatifs, à une concertation. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Sous l'égide du Premier ministre, paix à son âme, Ahmed Bakayoko, tous les partis politiques ont été convoqués et les discussions se sont faites autour du ministre de l'Intérieur et des décisions ont été... Maintenant, elles se sont poursuivies sous le Premier ministre Patrick Achi. Il faut le dire, oui. Oui, d'accord. Oui, c'est de l'histoire. Voilà, c'est pour vous dire... Oui, je suis d'accord avec vous. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que, le PDCI a enclenché, vous avez vu notre groupe parlementaire qui a pondu une déclaration la semaine dernière pour indiquer les voies à suivre, les actions à mener, les actes à poser pour qu'on puisse garantir des élections apaisées. Donc, quand il y a des sons de cloche comme ça, c'est comme le camarade du FPI l'a dit, c'est le chef du village, le président de la République. C'est lui qui a la responsabilité de tout ce qui doit se passer, comme la paix, comme la crise. C'est à lui de pouvoir appeler tous les responsables. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aucun parti politique ne veut diriger sur des ruines. Personne ne vient avec le couteau entre les dents. Nous voulons simplement aboutir
à un consensus pour épargner la vie de nos concitoyens. Alors, honorable. Donc, on se demande simplement qu'à nous asseoir pour discuter. Et l'Ivoirien, les partis politiques, je l'ai dit tout à l'heure, ont toujours démontré que quand on s'assoit, qu'on discute, qu'on s'entend sur l'essentiel, tout se passe bien, comme les élections législatives se sont passées. Le camarade de PPACI, ça faisait 11 ans qu'il n'avait jamais participé à une élection. Oui. Mais quand on a fait cette discussion avec eux, au sortir de cela, ils ont participé à les élections. Et il n'y a eu pas de mort. Merci. Donc, merci, ce que je voulais qu'on retienne. Oui, c'est votre position, honorable, et je vais vous écouter. L'internaute a posé une question bien. Il a dit quelles sont les démarches que les partis politiques de l'opposition proposent pour un dialogue apaisé. Madame, voici un courrier du PPACI qui date du 15 mars 2024 et suivi plus tard d'un autre courrier de relance adressé par le PPACI au Premier ministre pour discuter des préoccupations majeures, dont la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, la question de la liste électorale elle-même, la question de la commission électorale indépendante. Toutes ces questions dont toute l'opposition parle, et même les organisations de la société civile, pour dire qu'il faut qu'on en discute pour qu'on aille le cœur léger à ces élections. Donc, en termes de démarche, le PPACI, qui est, depuis le temps du FPI, a toujours eu pour habitude de dire « asseyons-nous et discutons », Laurent Gbagbo le dit depuis 1990, eh bien, méthodiquement, nous préparons les dossiers. J'ai ici, dans ces documents, toutes les propositions que le PPACI est prêt à déposer sur la table des négociations. Donc, en termes de démarche, pour répondre à la question de l'internaute, le PPACI a entrepris depuis 1 an de solliciter une audience auprès du gouvernement, auprès du Premier ministre, puisque généralement, les dialogues politiques, que ce soit les phases 1, 2, 3, moi j'ai participé à 4 phases, c'est la 5e à laquelle je n'ai pas participé, c'est toujours le Premier ministre qui ouvre et le ministre de l'Intérieur organise les discussions. Donc, nous sommes méthodiques, nous avons écrit au gouvernement, mais nous sommes au regret de constater qu'1 an après, le gouvernement observe un silence à la limite du mépris. Je vous laisse assumer vraiment vos propos. Oui, bien sûr. Tout à fait. Docteur Guy Bissangui, quel est votre regard justement sur ce qui se dit? Vous êtes ici au titre du RHDP. C'est cela. Quel est votre regard justement par rapport à cela? Alors, j'ai écouté un peu mes co-débatteurs avec beaucoup de surprises. Je pense que d'abord, le président de la République a pris beaucoup de mesures d'apaisement ou tendant vers l'apaisement. D'abord, et vous le savez si bien, tous les exilés politiques, il y a eu le retour des exilés. Premier élément, il ne faut pas minimiser ces aspects, parce que si les exilés n'étaient pas retournés au pays, bien entendu, ils ne seraient pas en mesure d'exercer leurs activités politiques au plan national. Secondement, il y a eu l'amnistie à un certain nombre de personnes, dont Mme Simone Gbagbo. Il y a eu récemment la grâce du président Laurent Gbagbo. Alors, est-ce que ce ne sont pas des mesures et des actes concrets tendant à l'apaisement d'un climat? Le climat électoral, les élections, c'est d'abord le climat préélectoral. Ce sont les conditions qui sont réunies et qui doivent être réunies, bien entendu, devant permettre aux acteurs politiques d'exercer librement leurs activités. Alors ça, il faut le rappeler. Alors, je pense qu'il ne faut pas réduire aussi la question, je les ai entendus parler, réduire la question des élections démocratiques à la question de la candidature ou de l'inscription du moins sur la liste électorale de l'ancien président Laurent Gbagbo. Alors, si vous réduisez ça à cela, ça pourrait poser problème. J'ai vu que l'honorable Thiédié a demandé à montrer un peu le courrier par lequel ils auraient demandé une audience. C'est pas au conditionnel, c'est factuel. Ok, vous avez demandé une audience. Voilà. Alors, la question, il n'appartient pas au président de la République de régler la question de l'inscription de M. Gbagbo sur la liste électorale. Alors, si vous demandez une audience avec pour objet notamment de régler cette question, il ne lui appartient pas. Soit le président de la République a déjà pris une grâce, il a fait déjà une mesure, il a pris une mesure d'apaisement à cet effet. Alors, sans doute, cela ne vous contente pas, mais je veux dire là, c'est quand même une question devant les juridictions. Il a été condamné, comme vous le savez si bien, en 2020
Alors, c'est ce qui d'ailleurs, comme conséquence logique, qui fait qu'il ne figure pas sur la liste électorale pour l'instant. Alors, s'il se trouve qu'après il a une amnistie, cela va effacer les faits, mais ils ne sont pas à ce niveau pour l'instant. Si le dialogue dont vous parlez tend vers notamment la demande d'une amnistie, je peux vous comprendre, mais en l'état actuel, étant gracié et étant sous le coup d'une condamnation pénale, et vous voyez bien l'article 4 du Code électoral, en ce qui concerne les incapacités et autres, notamment toute condamnation pour peine, pour crime, toute condamnation également pour détournement et vol, détournement des deniers publics et de vol, se sont notamment frappés par cette disposition-là. Alors, justement, il faudra regarder que... Avec votre permission, je voudrais dire juste un petit mot. Non, j'ai une question justement... avant qu'on ait... Non, j'ai une question à vous poser, comme ça vous allez rebondir sur les deux. D'accord, allons-y. Comme si vous adressez, je vous écouterai, comme vous vous adressez. Oui. Honorable, alors, c'est le roi, il vient de Côte d'Ivoire, il dit ceci. Le roi de... Le roi, c'est le nom qu'il a donné. Voilà, le roi, c'est son nom, un pseudonyme. Alors, le roi dit ceci. Pour des élections apaisées, étant donné que le président Gbagbo n'est pas éligible, pourquoi le PPACI ne propose pas un autre candidat comme l'a fait Sonko au Sénégal? Madame, je voulais intervenir d'abord. Alors, je vais y aller. Après, il va... non, j'y vais. Alors, vous voyez... Juste, et je vous donne la parole. Merci beaucoup. Nous sommes à la RTI. Oui. Et Dieu merci, il y a ce genre de débat qui commence. Ce n'est pas fini, ce n'est pas le dernier. Fini, mais c'est un bon début. C'est quand même ça a salué. Parce que ça faisait longtemps que les partis d'opposition tels que le PPACI... on n'avait pas encore... Mais je suis obligé de vous dire que parfois, il y a des invitations qui sont partagées et on n'a pas de réponse. Donc la RTI, c'est votre télévision, elle est ouverte à tous les partis politiques. Je suis heureux. Et nous sommes très heureux que vous soyez là ce soir. Quand nous parlons aux Ivoiriens, nous devons leur dire ce qui se passe réellement. Le frère dit qu'il y a eu des actes posés. Je suis d'accord. C'est-à-dire que quand quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver arrive, quand on le remet à l'endroit, c'est bien. Mais ce n'est pas une prouesse en soi. C'est-à-dire que lorsque des Ivoiriens sont poussés à l'exil ou en prison à cause d'un contentieux électoral et qu'après 10 ans, progressivement, on les fait revenir, on peut s'en féliciter. Mais dire que c'est une fin en soi, ce n'est pas juste. Mais est-ce que ça vous a satisfait ou pas? Non, c'est clair que personne n'a envie. Moi-même, j'étais en prison. Donc, je suis sorti avec l'amnistie. Oui. Donc, je suis content d'être dehors. Je n'aurais jamais dû aller en prison parce que ce n'est pas normal. Mais après... Après, il y a des situations, il y a des contextes, il y a des lois. Oui, d'accord. Non, attendez. Moi, je sais comment je suis parti en prison. Donc, je pense qu'on va... Ce que je veux dire, c'est que le frère parle de grâce du président Laurent Gbagbo. D'abord, pour être gracié, il faut demander. Il faut reconnaître la condamnation qui vous frappe et puis demander le pardon du président de la République qui, en vertu des pouvoirs que lui confère la Constitution, gracie le condamné. Le président Laurent Gbagbo ne reconnaît pas cette condamnation. Donc on n'est pas, dans ce schéma, on est d'accord. Oui, mais je complète en disant, est-ce que les Ivoiriens sont d'accord que Laurent Gbagbo est ancien président de la République? Parce que dès qu'il est revenu de la CPI, son statut lui a été reconnu et les éléments qui vont avec ont été mis en place. Mais en Côte d'Ivoire, notre Constitution dit qu'un président de la République ne peut pas être jugé par un tribunal ordinaire. On le sait tous. Alors, de plus grave. Là, vous répondez, c'est-à-dire... Je réponds, je donne en avance. La République en exercice. On va... Non. Vous ne répondez pas, honorable, vous ne répondez pas à la question qui a été demandée concernant le PPACI. Oui. Puisque, selon l'internaute, et très rapidement s'il vous plaît, selon l'internaute qui s'appelle Le Roi, le président Gbagbo n'étant pas éligible, selon lui, pourquoi le PPACI ne propose pas quelqu'un d'autre, un autre candidat, à la candidature, comme l'a fait Sonko au Sénégal? C'est la question. Le cas du Sénégal et le cas de la Côte d'Ivoire sont totalement différents. Vous répondez à Le Roi. D'abord, l'internaute qui dit que le président Gbagbo n'est pas éligible, il met la charrue avant les bœufs. Parce que ne pas être sur la liste électorale, ça c'est la CEI, qui est un organe administratif qui en a décidé ainsi. Pour l'éligibilité est décidée par le Conseil constitutionnel. Ça, on n'en est même pas là. Mais deuxièmement, dire aujourd'hui que Laurent Gbagbo a été retiré de la liste électorale par ses adversaires
Et puis nous... Comment... excusez-moi, C'est ça qui est vous avez les preuves de ce que vous avancez. Oui, excusez-moi. Là, on est en train de parler de la CEI. La CEI n'est pas sur ce plateau. Je ne voudrais... très honnêtement, honorable, la CEI n'est pas sur ce plateau. Elle aurait peut-être pu donner des explications ou se défendre. S'il n'est pas sur la liste électorale, c'est qui l'a fait. C'est pas lui qui est allé barrer son nom. Non, mais on ne peut pas accuser quiconque. Il a barré son nom et le président de la Honorable, s'il vous plaît, je pense qu'on en reparlera, mais la CEI n'est pas sur ce plateau. Oui. Vous permettez... Pour l'instant... Non, excusez-moi. Pour répondre à la question de très rapidement, c'est que nous, on n'est pas du tout dans la même configuration que le Sénégal. Très bien. Le PPACI, en tant que parti politique, a décidé que Laurent Gbagbo, qui a été acquitté et blanchi par la Cour pénale internationale pour tout ce qui s'est passé en 2010, laquelle Cour pénale internationale a dit dans la décision qui le libère que Laurent Gbagbo a posé des actes d'un président de la République qui a été élu. Tout ce qu'il a fait de 2010 à 2011. Ça, on est d'accord. La question est sur la Côte d'Ivoire, honorable. La question est sur la Côte d'Ivoire. C'est ça la question. Dire pourquoi on ne l'abandonne pas parce que son adversaire, lui, ne veut pas l'avoir comme adversaire, pour aller choisir quelqu'un d'autre. Honorable, je vais écouter... Je vais écouter, s'il vous plaît, le secrétaire général du parti au pouvoir. Excusez-moi, du FPI. Oui. Vous étiez au pouvoir il y a quelques années. L'opposition demande à ce que d'abord la CEI soit réformée. Ça, c'est ce que nous demandons. Alors là, je vais repréciser. Excusez-moi. Là, c'est moi qui dirige le débat. Je suis obligé de vous le dire. Je reprécise le sujet de ce soir. Présidentielle 2025. Quel discours pour un climat apaisé? La CEI, on aura l'occasion, évidemment, sur ces plateaux, avec d'autres collègues, d'en reparler. De toutes les manières, c'est un élément qui est dans le schéma. On va en reparler. Mais ce soir, s'il vous plaît, on parle des discours et comment justement avoir ce climat apaisé. Même si la CEI peut intervenir, mais on ne va pas s'étendre sur la CEI parce qu'elle n'est pas sur ce plateau. Je veux dire que si on commence à dédiviser la CEI déjà, que l'opposition tient, c'est d'abord les conditions des élections à venir. C'est d'abord ça. Donc nous, l'opposition dit, voilà ce que nous voulons. Voilà ce que nous entendons. Et il n'y a pas de retour. C'est pour cela que les gens sont inquiets. D'accord. On pose les problèmes, les préoccupations de l'opposition, mais en retour, on n'entend pas. En retour, vous n'entendez pas. Monsieur Bey, vous aurez la parole le premier tout à l'heure. On va aller sur le deuxième élément. Vous aurez la parole le premier. Et nous allons retrouver Ahmed Traoré, justement, qui partage son regard sur vos discours actuels. Merci, Ahmed. L'élection libre et transparente est le fondement même de la démocratie. Or, il n'y a pas de démocratie représentative sans citoyens bien informés. À l'approche donc du scrutin présidentiel d'octobre prochain, les politiques prennent la responsabilité d'informer leurs potentiels électeurs, ce à travers des canaux d'information et de diffusion. Pour espérer remporter l'élection, ils tiennent des discours souvent rassurants et parfois inquiétants. Une question nous interpelle. Pourquoi faut-il user du bon ton en période électorale? Autrement dit, comment analyser les discours politiques actuels? Dans tous les discours qui sont actuellement entendus dans l'espace public ivoirien, et notamment dans le champ politique, ce sont des discours de pré-campagne. Maintenant, ces discours ont des spécificités par rapport aux différents candidats. Voilà. Quand on prend les 4 grands discours que j'ai pu écouter ces temps-ci, celui du président de la République, son excellence Alassane Ouattara, celui du président Laurent Gbagbo, celui du président Tian, celui du ministre Billon. Ces discours-là sont des discours de campagne, de pré-campagne. Ils sont à la recherche, ils vont à la pêche des voix. Voilà, et puis évidemment, c'est des moments de promesses, comme tous les discours. Pour le moment, il n'y a pas d'attaque frontale. Le propre de la concurrence politique, c'est de pouvoir puiser dans ce que l'adversaire dit, l'attaquer sur certains plans, montrer surtout ses faiblesses et se présenter en tant que sauveur. Pour le moment, nous ne sommes pas dans ce cas de figure-là. Les discours qui sont entendus, pour moi, sont des discours normaux, qui sont dans le cadre d'une pré-campagne non ouverte. Parce que le temps est encore long, c'est un temps long jusqu'en octobre,
On ne se précipite pas pour se jeter dans la bataille et jeter toutes ses forces. Les organisations des droits de l'homme proposent l'adoption d'un code de bonne conduite aux élections, ce qui sous-entend que le bon temps à l'approche d'un scrutin électoral pourra apporter des changements significatifs. Ce, pour l'apaisement du climat politique et le renforcement de la cohésion sociale. C'est le lieu pour nous, en tant qu'actrices de la société civile, d'interpeller les uns et les autres pour dire qu'en Côte d'Ivoire, nous avons fait le choix de la démocratie. Et qui dit démocratie parle d'inclusion, parle de respect de l'autre, parle vraiment de cohésion sociale. Et nous n'avons rien à gagner. La Côte d'Ivoire n'a rien à gagner à ce que le climat s'embrase. Voilà pourquoi le message que nous voulons porter aux politiciens, c'est vraiment que dans les campagnes présidentielles, on soit soucieux du bien-être de toutes les communautés et de ne pas donner des discours qui sont de nature à jeter le feu. Et surtout, il faut que le scrutin électoral soit le mieux inclusif possible pour que justement nous puissions éviter des situations d'embrasement comme cela a pu être constaté en 2021. Religieux, rois et chefs traditionnels peuvent aussi participer à l'apaisement du climat politique en prenant le bon temps, dans la mesure où ils sont très souvent sollicités pour promouvoir la paix. Merci Ahmed Traoré. Alors, monsieur le vice-président. Alors, je rappelle que vous êtes le vice-président du PDCI RDA. Oui, allez-y. Donc, voilà. Votre regard et commentaire sur ce qu'on a entendu. Avant d'arriver sur le commentaire, je voulais juste dire un mot à l'attention du représentant du RADP. Le dialogue politique que l'opposition demande n'est pas un dialogue qui a un seul point à l'ordre du jour, qui soit l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Quand bien même nous partageons cette exclusivité des candidatures, le PDCI. Mais quand on demande le dialogue politique, c'est tout un ensemble. Il ne faut pas qu'ils réduisent à ça, le dialogue que nous demandons à un seul point. C'est ce que je voulais lui dire. À l'occasion, concernant justement les discours. Les discours. Oui, la tonalité. Vous savez, madame, oui. Pour ce que je connais le mieux, le PDCI-RDA n'a jamais tenu un discours de belligérance, début ou fouette, en passant par Bédié et aujourd'hui avec le président Tidjane Thiam. C'est un discours d'apaisement, un discours qui tient compte, qui prend en compte plutôt ce qu'on entend faire pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire, pour le peuple ivoirien. Mais en retour, qu'est-ce que nous constatons? Qu'est-ce que vous constatez? Ce qu'on constate, c'est que nos amis du RADP, au lieu d'apporter des arguments contraires sur ce que nous développons, ce que notre président du parti développe comme argument, ils s'attaquent à la personne, souvent avec des discours qui sont vraiment en dessous de la ceinture. Je prends deux cas pour étayer mon intervention. Pas de mots déplacés parce qu'on nous regarde. Oui, d'accord. Ce que je veux dire, excusez-moi, ce que je veux dire, je prends deux cas. Le président Tidjane Thiam, au cours d'une cérémonie, a chanté en baoulé. Qu'est-ce qu'on a vu voler de bois vert? Il est tribaliste. Alors que, sur la scène politique, nous avons connaissance des partis politiques, pour ne citer que cela, pour exalter la puissance de leur leader, chantent dans une ethnie puissance-ci, ado puissance-ci. Personne n'a jamais dit que c'est du tribalisme. Alors, vous êtes indexé directement. Non, ça c'est le premier point. Le deuxième point. Le président Tidjane Thiam, au cours de vœux, des présentations de vœux du parti, a dit dans son projet qu'il compte faire des Ivoiriens, certains Ivoiriens, des milliardaires en dollars. Au lieu de dire comment est-ce qu'il compte faire ça, pour qu'il explique, on dit plutôt, on répond, on dit non, il démontre qu'il est déconnecté de la réalité de la Côte d'Ivoire. Mais j'y vais. Oui, très rapidement, parce que je vais faire le tour. Mais c'est une méconnaissance. C'est-à-dire, ce que nous avons appris, c'est pour ça qu'on dit PDCI, Parti démocratique. Quand on émet une idée, c'est l'idée qu'on combat, avec des arguments contraires.
battent en brèche. Donc, voilà, vous voulez dire qu'en face, il n'y a pas d'argument? Non, on ne dit pas d'argument, on dit qu'il est déconnecté. Mais quand c'est qu'il dit... Ma question, est-ce que vous voulez dire qu'en face, il n'y a pas d'argument? Oui, nous disons que ce n'est pas l'argument qu'il faut, mais ils s'attaquent plutôt à la personne qui dit, il tient ce discours, je n'ai pas fini, il tient ce discours, accordez-moi une minute s'il vous plaît, madame. Allez-y, faites. Parce que ce n'est pas des paroles en l'air que le président lance. Allez-y. Vous avez vu le président Obasanjo au Nigeria, qui a été élu après une succession de coups d'État. Le Nigeria était un pays exempt au plan économique, au moins de toutes les structures. Mais il a décidé de faire des champions nationaux. Nous en avons les preuves aujourd'hui. Quand on parle des milliardaires en dollars, il y en a au Nigeria, c'est à partir de cette volonté. C'est donc cette volonté politique-là que le président Tijani veut mettre en œuvre. Parce que, madame, vous êtes journaliste. Si demain, le pouvoir décide de vous confier de tout ce qui est, comment on appelle ça, les structures d'information, de télévision et tout ça en Côte d'Ivoire, vous allez être multimilliardaire. C'est une volonté politique. Il suffit qu'on décide aujourd'hui, tout comme on fabrique des leaders régionaux. Aujourd'hui, on a des leaders, mais c'est parce qu'on a voulu faire des leaders. Si dans l'agriculture, on décide que la transformation de nos produits de base, à savoir le café, le cacao, on confie à des champions nationaux. Au lieu de confier ça à des multinationales qui viennent faire des milliards ici, si on le confie à des Ivoiriens, on pourra faire des Ivoiriens milliardaires en dollars. Merci, monsieur le vice-président. Et le président, je tenais à dire, le président a dit quelque chose aussi. S'il vous plaît, une minute. Le président ça fait 2 fois que vous me dites oui, d'accord, non, parce que c'est important. Vous avez dit, c'est pour démontrer que la tonalité d'agression ne vient pas de l'opposition. Quand le président a dit que ce qu'il veut, il veut que ce soit les privés, mais pas les fonctionnaires. On a dit qu'il est contre les fonctionnaires. Non, il n'est pas contre les fonctionnaires. C'est la réalité. Dire qu'un fonctionnaire n'a qu'à être milliardaire en dollars, c'est inciter à faire autre chose. On connaît quel est le salaire, le niveau de salaire maximum. Monsieur le vice-président, vous aurez l'occasion de revenir là-dessus. Non, c'est important pour que vous sachiez que là où l'agression est, ce n'est pas du côté de l'opposition, c'est plutôt du côté de ceux qui n'ont pas intérêt à ce que les choses s'enflamment. C'est eux qui tiennent le discours guerrier. Nous avons entendu avant-hier, pour terminer, s'il vous plaît, monsieur le vice-président, pour terminer avant-hier, une ministre d'État, au représentant du parti, qui dit « Nous ne voulons pas de candidats hors la loi ». Mais on n'est même pas encore arrivé là-bas. Monsieur le vice-président, j'en ai fini. Merci beaucoup. Docteur, il a été indexé, et après je ne vous donnerai pas. Vous avez été vraiment indexé. Religieusement, ce qu'il a dit, il indexe le RADP, mais je ne vois vraiment pas en quoi cela trouve matière à indexer le RADP. Le RADP peut ne pas être d'accord avec les idées émises par le président du PDCI. Alors, ce qui est tout à fait normal. Ce sont des partis différents. Mais ce n'est pas ce que je mets en cause. C'est l'attaque personnelle, individuelle qu'on adresse. Vous le laissez terminer parce qu'il vous a écouté. Merci infiniment. Je vous ai écouté religieusement, monsieur. Allez-y, docteur. Non, je pense qu'il faut... L'émission n'a pas cet objectif. Vous avez relevé des bouts de phrases, mais je pourrais aussi vous en donner beaucoup. Vous voyez. Alors, si on se met dans ce jeu, il est évident qu'on ne va pas atteindre l'objectif visé par cette émission. Donnez un bout de phrase de notre président qui soit agressif. Ce n'est pas de l'agression, mais déjà, lorsque vous avez votre président qui indique que... Non, je ne vais pas prendre certains exemples qui vont de nature à choquer certaines personnes, mais je vais rappeler simplement que lorsque le président du PDCI dit qu'il va se battre pour que notamment désormais les résultats soient proclamés bureau de vote par bureau de vote, est-ce que ce n'est pas prévu par le code électoral? Est-ce que c'est une agression contre une personne? Quand on rappelle que c'est prévu par le code électoral, que c'est une méconnaissance, alors en quoi il y a une attaque? C'est prévu, bien entendu, par l'article 39 du code électoral. C'est-à-dire le dépouillement se fait bureau par bureau de vote. Et ça, c'est depuis tout le temps. La proclamation. Ah tiens, alors, je vais vous donner l'article du... Je sais. Monsieur le vice-président. Si bien. Alors, est-ce que lorsqu'on dit qu'il y a une méconnaissance des textes, cela est une attaque personnelle? Ce n'est pas une attaque personnelle, par exemple. Donc, bref, je ne vais pas m'engouffrer dans cette brèche. Je pense que ce n'est pas l'objectif de l'émission. Si on veut donner des bouts de phrases de gauche à droite, on va prendre pour chaque leader. Et je pense que nous allons dévier de cette émission. Mais je voudrais rappeler simplement rapidement, et je vais écouter le secrétaire général du FPI. On peut ne pas avoir les mêmes points de vue. Et c'est ce que le RADP relève. C'est ce qui est tout à fait logique. Chaque candidat est en train de chercher à séduire les électeurs, les Ivoiriens, donne son programme, donne son idéologie. C'est logique.
Alors, normalement, nous, en tant que parti au pouvoir également, on vous dit, mais ce que vous proposez n'est pas bon. Alors on vous demande en quoi c'est une attaque personnelle. Docteur, monsieur le vice-président, je vous donne la parole. Oui. Monsieur le secrétaire général et porte-parole du FPI. Merci. Et les gens se demandent ce que nous disons dans notre discours. Dans notre discours, il y a 3 axes. Premier axe, comme l'a dit le camarade du PDCI. Vous avez les mêmes axes? Non, pas là. Le premier problème qui a toujours posé problème, après les élections, mais pendant les élections, c'est d'abord l'éligibilité. Donc, sur ce plan-là, nous demandons au président de la République d'être, j'allais dire, conforme à ce qu'il a dit. Lui-même, il a dit qu'en 2020, il ne pouvait pas être candidat. Et nous, non, là, ça c'est important. Je vais... C'est le discours que nous tenons. Nous tenons ces discours-là. Monsieur le secrétaire général. Qu'est-ce qu'on dit? Non. Deuxième Monsieur le secrétaire général, je vais repréciser pour tout le monde. Deuxième... Non, je vais permettez-moi avec tout le respect. Je vais... Docteur, s'il vous plaît, je vais repréciser. On demande ce que nous disons. C'est vrai qu'on est là, effectivement, pour débattre de la situation des discours, comment vous les portez, la sémantique. Mais tout à l'heure, j'ai parlé de la CEI, j'ai dit, elle n'est pas là. Si elle était là, il n'y aurait eu aucun problème. Exactement. Elle va se défendre. Ça, c'est chacun a son rôle. Moi, ce n'est pas mon rôle de défendre, mais pour l'instant, elle n'est pas là. On ne peut pas parler d'une institution, en tout cas en long et en large, qui n'est pas là. Sur la question de l'éligibilité, le président de la République, il y a des éléments, vous avez parlé de l'éligibilité, que vous voulez mettre dans un dialogue avec d'autres éléments. Le moment opportun, je pense, cela viendra. D'accord. Donc je voulais repréciser. On parle du climat. Comment vous, honorable... Deuxième axe de notre discours, c'est qu'il faut que les conditions... Je vous attends quand vous aurez... Deuxième axe de notre discours que nous tenons. Il faut que les conditions des élections soient transparentes, exclusives. Ça fait partie de notre discours. Troisième axe que nous développons, c'est que c'est le projet. Votre projet. Qu'est-ce que nous voulons faire pour les Ivoiriens? Donc, quand nous intervenons à tout moment dans nos discours, voilà ce que nous disons. Voilà ce que nous disons pour que les Ivoiriens, pour que les élections puissent être apaisées. Voilà. Et nous pensons que, bon, ce discours-là n'est pas offensant. Vos discours, ils passent, vous avez des retours, comment ça se passe justement avec les personnes sur le terrain? Oui, mais parce que quand nous demandons que les conditions soient transparentes, exclusives, tout ça, c'est partagé par tout le monde. Et c'est partagé même par les Ivoiriens. Lorsque nous disons que pour les élections qui arrivent là, il faudra regarder les projets. Ce qu'on veut faire des Ivoiriens. Il faudra regarder les projets. Alors je me tourne vers vous, honorable. Oui. À votre niveau, est-ce que dans vos discours, est-ce qu'il s'agit d'informer, de sensibiliser, ou de manipuler, ou de présenter un discours? Par la politique aussi, il y a une forme de manipulation. À votre niveau, qu'est-ce qui ressort, honorable? D'abord, je voudrais dire que moi, je me réjouis que le frère du RHDP n'est pas fermé à des propositions pour que le parti au pouvoir examine. Parce que j'ai participé à des débats, par ailleurs, où je me suis retrouvé face à des gens qui étaient carrés et qui ne voulaient rien entendre. Nous sommes sur la RTI et nous sommes là pour vous. Mais le débatteur importe. S'il a une attitude de réceptivité des propositions, ça permet d'avoir un débat déjà apaisé sur le plateau. C'est une question de casting aussi. Oui, merci. Donc vous avez fait un bon casting. Nous sommes sur la RTI. Continuez, honorable. Voilà. Maintenant, je voulais dire que sur le discours, le PPACI, qui était hier le FPI, a démontré, avec le président Laurent Gbagbo en tête, que dans ces pays, s'il y a quelqu'un qui a commencé à dire et à écrire ce qu'il va faire et à le montrer à la population pour qu'elle choisisse, c'est bien le président Laurent Gbagbo et le FPI à l'époque. Donc nous sommes fidèles à notre tradition. Au moment où je vous parle, nous avons déjà fini de mettre à jour le projet de société, c'est-à-dire le rêve, la vision que nous avons pour la Côte d'Ivoire dans les 50 prochaines années. Là, on a déjà fini d'écrire cela. En plus de cela, on a adossé à ce projet, à cette vision, un programme de gouvernement adossé, qui s'étend sur 10 piliers, qu'on appelle les 10 piliers de la Renaissance. On ne pourra pas les citer ce soir, mais allez-y. Je veux dire que le discours, lorsque vous envisagez, vous ambitionnez de diriger un pays, c'est de lui montrer à la population qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous serez là. Donc notre discours est un discours de séduction, d'abord de pédagogie. Il faut faire œuvre de pédagogie, il faut expliquer de ce que vous allez faire lorsque vous serez là. C'est ce discours-là que nous tenons.
le deuxième discours que nous tenons, c'est de mettre nos militants en ordre de bataille pour que chaque bureau de vote soit équipé d'au moins 10 représentants, pour qu'on puisse, le moment venu, puiser dans cette base de données pour qu'il y ait au moins 2 à 4 personnes qui sont... Sur l'étendue du territoire. Sur les 12 000, 11 000 bureaux de vote que la CEI a dénombrés, on fait cela. Maintenant, à côté de ça, le discours politique... Il est lequel? Parce qu'après, on a beaucoup de questions. Ah, d'accord. Le discours politique, c'est de dire si les élections sont inclusives, transparentes et démocratiques, nous, le PACI, avec Laurent Gbagbo, on part et puis on gagne dès le premier tour. Ça, c'est notre discours politique. À vos militants? Oui, bien sûr, c'est ce qu'on dit à nos militants. Mais quand on le dit à nos militants, le reste de la population entend aussi. Et c'est ça. Parce que quand vous encouragez vos militants à s'inscrire sur la liste électorale, à être prêts à faire le rang le jour venu pour aller aux élections, vous les préparez à aller à des élections. Et pourtant, il fut un temps, hein, je rebondis sur ce que vous dites, il fut un temps, certains jeunes, en tout cas certains requérants, on leur a demandé de ne pas s'inscrire, etc., parce que pour des raisons que seuls les partis ça n'est pas au PPACI, parce que au contraire, depuis que le président Laurent Gbagbo, depuis Bruxelles a décidé que le PPACI, enfin son parti politique, arrête de faire le boycott et de se mettre dans quelle que soit la situation, eh bien, le EDS et FPI à l'époque et PPACI aujourd'hui, on s'est mis en ordre de bataille et on a quadrillé le terrain pour mettre nos jeunes sur la liste électorale. Et depuis 2 ans, les 2 opérations de révision de la liste électorale, nous avons déployé toutes nos structures pour le faire. C'est pour cela qu'on a été très malheureux lorsqu'on n'a pas pu proroger. Parce qu'au moment où je vous parle, nous avons, par exemple, 250 000 personnes qui ont leur papier prêt. On reparlera de la liste électorale. On reparlera de la liste électorale. Ce sont des préoccupations. D'accord. Ce sont des préoccupations. Maintenant, vous demandez autre chose. Non, nous sommes très suivis et nous avons pas comme Gouglin, donc de Côte d'Ivoire, qui a une question pour le RHDP. D'accord. Alors, quelles mesures le RHDP a-t-il mises en place pour garantir des élections apaisées en Côte d'Ivoire? Parti au pouvoir, même si c'est vrai que ce n'est pas le RHDP qui organise ces élections. C'est ce que je m'apprêtais à dire d'ailleurs. Quelles mesures mises en place, ceci dit, pour justement contribuer à ce qu'il y ait des élections en Côte d'Ivoire? 2 choses d'abord. Il y a le RHDP en tant que parti politique. Mais il y a également les structures de l'État qui sont en charge de l'organisation des élections. D'abord la commission électorale indépendante, comme vous l'avez si bien vu, qui est une autorité administrative indépendante. Tous les partis politiques sont au sein de la CEI d'ailleurs? Tous les partis politiques, du moins nous tous qui sommes là autour de cette table, sommes représentés à la commission électorale. Mais encore que là, il y a un bémol. La loi évolue. Avant, c'était les partis politiques qui étaient représentés. Alors maintenant, depuis 2018, la loi portant composition de la commission électorale indépendante précise que les partis politiques proposent. Et cette nuance est de nature. Les partis politiques proposent, ça veut dire qu'on propose à la nomination et ceux qui sont proposés vont siéger de façon indépendante. D'où d'ailleurs le nom, la commission électorale indépendante. Sinon, elle ne serait pas dépendante. Elle serait indépendante, du moins, elle ne serait pas indépendante. Elle serait dépendante des partis politiques, je veux dire. Alors c'est là déjà une bonne chose. Il y a les structures. Alors, ce que je veux dire, madame, c'est que... Alors, les questions, on dit le RHDP. Le RHDP, c'est un parti politique. Nous avons notre organisation interne. On pourrait dire le pouvoir RHDP, c'est plus facile. Oui, non, en fait, c'est même amalgamique. On ne dit pas le pouvoir RHDP. L'État gouverne pour tout le monde. Vous voyez, tout à l'heure, on met les conditions pour tous les partis politiques. Oui, alors, il faut préciser, le RHDP au pouvoir, mais ce n'est pas le RHDP, je veux dire, qui organise les élections. On est bien d'accord, hein. Ce sont les structures de l'État en charge de l'organisation des élections, dont la commission électorale indépendante, qui commence depuis l'enrôlement des électeurs, le traitement des données collectées, la publication des listes électorales. Ça, c'est la CEI. Mais vous avez également... Alors, au niveau du RHDP, moi, je voudrais bien préciser,
au téléspectateur qui a posé la question, pour ne pas faire d'amalgame, c'est que le RHDP n'organise pas les élections nationales. Nous organisons les élections au sein de notre parti en tant qu'entité et structure privée. Donc, il est important de le savoir. Donc on passe à une autre question. Sur cette base-là, nous avons restructuré notre parti. Il y a eu l'élection des secrétaires départementaux. C'est d'ailleurs le seul parti, ça peut faire cas d'école, où les secrétaires départementaux sont élus et non nommés. Vous avez appris ça du FPI. Alors, donc, nous avons également les coordinateurs régionaux, nous avons la structuration des sections et autres. Mais ce que je veux dire, nous nous organisons en interne, en tant qu'organisation politique. D'accord. Donc, alors, mais il faut que le téléspectateur comprenne bien. Je pense qu'il a compris. Que ce n'est pas le RHDP en tant que parti politique qui organise les élections nationales. D'accord. Donc, vous avez répondu à PACOM. Juge et parti. Vous avez répondu. Pas le cas. Vous avez répondu à PACOM Gouglin. Et j'ai une question pour... Parce que c'est important, la question de l'internaute. Cette question, elle est adressée au RHDP qui a répondu. Donc, on va passer à une question. Dans mon sens, je pense. Donc, il peut peut-être... On va passer à une question. Ce que je voulais dire, madame, c'est que la commission électorale dite indépendante, là. Non, honorable, permettez, excusez-moi, honorable, vraiment très respectueusement, tout à l'heure, je vous ai demandé, la CEU n'est pas ici et vous... Mais dans tous les cas de figure, c'est cette commission électorale. La commission électorale, elle n'est pas sur ce plateau. Parler de la CEU n'est pas une injure. Hein, non, c'est juste, vous dites électorale, dites indépendante. C'est votre droit, non, c'est votre droit, mais pour l'instant, sa dénomination, c'est commission électorale indépendante. C'est ça la dénomination de cette CEI. Il y a une émission avec la CEI à laquelle nous serons invités. Comme ça, elle pourra être là pour nous... Hein, madame, il y aura d'autres émissions de toutes les manières avec toutes les entités. Moi, il y a une question que je veux adresser à tous les quatre, mais très rapidement, et on passe au prochain sujet. Il y a une question d'un internaute qui demande, est-ce qu'il ne serait pas temps qu'il y ait une autre génération qui prenne le lead dans vos partis politiques? Très rapidement. Parce qu'on a encore un autre sujet. Très rapidement. Nous, on n'a pas ce souci. Non, je voulais vous répondre. On est ordonné. Monsieur le vice-président, après vous allez... Après, je passe à vous. Allez-y, monsieur. Je crois que vraiment, avec toute la douleur que cela nous a causé, avec le décès brutal du président Elkona Bédié, nous l'avons assumé. Et dans le choix du successeur d'Elkona Bédié, nous sommes descendus après de 2 à 3 générations. Donc c'est réglé. Notre président, au niveau aujourd'hui, il est dans la 60aine. Oui. Donc là, le PDCI n'a pas ce souci. D'accord. Monsieur le secrétaire général du FPI. Au niveau du Front populaire ivoirien, c'est même une préoccupation. Oui. Puisque nous avons mis dans nos textes que les femmes, la promotion des femmes dans nos organes, il faut qu'il y ait au moins 50% de femmes, 50% d'hommes. Les jeunes représentent aujourd'hui, puisque nous sommes après, j'allais dire, la rupture avec nos amis du RHDP. Oui. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui portent le FPI. Très bien. Ce sont les jeunes qui portent le FPI. Les jeunes portent le FPI. Les jeunes portent aujourd'hui le FPI. Ce qui fait que dans tous les débats, vous verrez que mon adjoint, Lia, un des jeunes, il a été le président de la jeunesse du Front populaire ivoirien et c'est lui qui défend, les positions du Front populaire ivoirien sur toutes les antennes. Donc, la question générationnelle, on vient ici. Oui, bien sûr. Mais d'abord, je ne comprends pas bien la question. La question est, c'est une demande, mais très rapidement, parce qu'on va passer au troisième sujet, s'il vous plaît. Alors, pourquoi les partis politiques, dont vous êtes les 4 représentants des partis politiques, ne proposeraient-ils pas d'autres candidats plus jeunes? Donc on parle de la question intergénérationnelle. Alors déjà... À votre niveau, très rapidement. Pour moi, c'est un débat surréaliste parce que dans un parti politique, le débat... Surréaliste, c'est-à-dire? Non, parce que qui va décider que c'est telle génération qui va le faire? Tous les partis politiques fonctionnent selon un mode de fonctionnement interne. Et ils décident qui est le président. Quelquefois, le président du parti peut ne pas être le candidat à la présidentielle, ou alors il est le candidat à la présidentielle. Donc vous avez répondu alors? Voilà. Donc nous, on n'a aucun problème avec ça. Vous avez répondu à cette question? On n'a aucun problème avec ça. Oui. Docteur? Au RHDP, c'est très simple. Hein. Oui. C'est une équipe. Et l'équipe, elle comprend toutes les générations. Très bien. Des jeunes, des moins jeunes, et certains qui ont une dose d'expérience et d'autres en ont moins. Et vous voyez la configuration du gouvernement actuel d'ailleurs. Vous avez autant de jeunes, de ministres jeunes
que également certains qui ont beaucoup plus d'expérience. Beaucoup plus d'expérience, oui. Et vous êtes ? Vous avez dit ? Nous sommes confortables dans notre situation actuelle. Et dès l'instant où quelqu'un de plus jeune, en fonction notamment de la configuration, sera intéressé à la question, on le verra. Mais pour l'instant, nous avons un chef qui est le président Alassane Ouattara. Et donc, il nous indiquera la voie à suivre. D'accord, très bien. Écoutez, les Ivoiriens nous regardent. Hein. C'est vrai qu'ils réagissent encore via la plateforme et nous vous remercions. Nous allons, pour cette troisième partie, troisième axe, poser cette question. Ouattara Seydou a rencontré des Ivoiriens qui se prononcent sur le code de bonne conduite. Faut-il réactualiser le code de bonne conduite ? Micro-trottoir. Le code de bonne conduite est le symbole de notre engagement envers nos compatriotes, envers la démocratie et la préservation du bien commun. Que dit la population ? Je crois que la logique aurait voulu qu'on la réactualise afin de l'améliorer. Comme aucune œuvre n'est parfaite, ça aurait permis à chaque acteur d'apporter son plus et nous permettre de trouver de nouveaux points d'accord et puis d'améliorer la chose en fait. C'est le souhait de tout le monde. On veut vraiment des élections transparentes, sans violence. De toute évidence, il faut une réactualisation du code de bonne conduite, parce que si nous voulons parvenir à une élection apaisée, à un climat politique apaisé, je pense qu'il est impératif que le code soit réactualisé, parce qu'il va dans l'intérêt de tout un chacun, de chaque Ivoirien, que les élections présidentielles à venir se déroulent dans le calme et la sérénité. Par le passé, nous avons vécu beaucoup de choses. Vous êtes d'accord avec moi qu'aucun Ivoirien ne veut revivre ce qui s'est passé. Donc nous encourageons les décideurs de toute urgence de revoir le code de bonne conduite pour que aucun parti ne soit lésé. Responsables des droits de l'homme et société civile se prononcent sur le sujet. Nous pensons qu'il est nécessaire de reconduire le code de bonne conduite car il permettra dans le cadre du processus électoral à venir de délimiter des règles à suivre ou à ne pas suivre et de se conformer aux valeurs et fondements d'une compétition loyale, démocratique, libre, transparente et surtout sans violence. Et nous pensons que le code de bonne conduite permet aux signataires de s'engager à respecter les droits et libertés de tous les citoyens, à respecter le verdict des urnes et surtout à recourir au dialogue et à n'utiliser que les moyens pacifiques et légaux dans le règlement de leurs différends et aussi de leurs attentes. Et dans le cadre du code de bonne conduite, nous suggérons de prévoir une disposition de coercition et un système de recours efficace. Je dirais aux différents partis politiques que nous n'avons qu'une seule Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est notre mère, c'est notre père. Et tout le monde a intérêt à la solidarité. Il faut que les différents partis politiques misent sur la solidarité, la cohésion sociale et surtout sur la paix. Il faut vraiment qu'ils aient comme option une seule chose, la paix dans notre pays. La place de cet instrument dans l'ordre juridique d'un État est nécessaire, car le Code de bonne conduite aux élections est annonciateur d'une nouvelle forme de contrat social. Contrat social, merci Ouattara Seydou. Alors, monsieur Niepa Barthélémy, secrétaire général du améliorer FPI. le code de conduite, oui. Ce sont des engagements qu'on prend. Mais on signe. Oui, on signe. Oui. Mais c'est différent de la concertation des décisions que vous prenez ensemble. Si l'exécution de ces décisions que vous avez prises ensemble là, est faussée, quel que soit l'engagement que vous signez, ça n'aura pas de sens. Combien de codes de bonne conduite ont été signés qui n'ont pas été respectés? Qui n'ont pas été respectés. Parce que les conditions d'organisation des élections n'ont pas été acceptées. Alors pourquoi vous avez signé? Oui, mais en espérant que les conditions sur lesquelles vous vous êtes mis d'accord allaient être respectées, allaient être appliquées comme il se doit. Mais lorsque vous signez un engagement ou un code de bonne conduite et que dans la mise en œuvre des décisions que vous avez prises ensemble là, qu'il y a un hiatus, forcément, la signature
d'une bonne conduite n'a plus de sens. Donc, dans ce cas de figure, votre signature n'a plus de valeur, c'est cela? Oui, ça n'a plus de valeur parce que la mise en œuvre des décisions que vous avez prises ensemble, pour lesquelles vous prenez des engagements, si ce n'est pas respecté, ce n'est pas la peine. Monsieur le vice-président, quel de votre avis? Est-ce qu'il faut réactualiser le code de bonne conduite comme on a suivi les Ivoiriens qui se sont prononcés sur cette question? Est-ce qu'il faut réactualiser le code de bonne conduite? Madame, moi, je vais plus loin. Allez-y. Le code de bonne conduite. Je dis que c'est les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Et qu'est-ce que vous entendez? Ce n'est pas le non-respect, s'il vous plaît. Oui. Ce n'est pas le non-respect des codes de bonne conduite qui ont mené la crise. La crise électorale, les crises électorales en Côte d'Ivoire ont eu pour cause le rejet, l'exclusion des candidatures. Alors, la solution, c'est que nous avons eu, pendant ces 3 dernières années, 3 grands leaders. Le président Bédié, l'aîné, le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo. Heureusement pour chacun d'entre eux, ils ont eu accès à la présidence de la République. Mais l'histoire politique fait qu'à chaque moment, chaque responsable, chaque leader se retrouve à un carrefour de l'histoire. Le président Gbagbo s'est retrouvé pendant la crise électorale, disons la crise militaro-civile que la Côte d'Ivoire a connue. Le président Gbagbo s'est retrouvé devant ce carrefour de l'histoire. Et il a été obligé, pour l'amour de la Côte d'Ivoire, pour la paix, pour les Ivoiriens, de prendre une décision en appliquant l'article, je n'ai plus l'article, c'est 48, pour permettre à tous les partis politiques qui étaient à la discussion de Marcoussi d'être candidats. C'est ainsi que le président Bédié et le président Ouattara ont été candidats. Alors, s'il vous plaît, c'est dans une logique. On nous regarde, hein. Oui, on nous regarde. Mais c'est une logique concrète. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, c'est ce que je vais dire. Mais justement, le président Bédié, pour la paix, en 2010, a soutenu au 2e tour le président Ouattara. En 2015, pour la paix, pour l'amour de la Côte d'Ivoire, il a demandé à ce que son parti ne présente pas de candidat. Aujourd'hui, le président Ouattara est devant l'histoire. C'est à lui, et lui seul, de pouvoir puiser en lui-même, dans l'amour qu'il a pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire, pour essayer d'extirper cette cause fondamentale qui est l'exclusion, l'inclusivité des élections, qui est la cause fondamentale de toutes les crises que nous avons connues. C'est à lui. Peut-être s'il n'a pas la solution à ce niveau, c'est au moins à l'issue d'un dialogue politique inclusif avec tous les leaders politiques qui pourra faire. C'est à lui. Monsieur le vice-président, vous ne répondez pas à ma question. Mais si, je réponds à la question. Ma question elle est précise. Oui, ça, c'est un élément, effectivement, vous l'avez dit. Mais c'est un élément fondamental. Vous l'avez dit lors de la première partie, la seconde partie. partie. Je reviens, parce que c'est en ça seulement que moi, je pense qu'il y a la solution à la crise en Côte d'Ivoire. Je comprends, mais ma question, je la reformule et j'insiste là-dessus. On parle du code de bonne conduite. L'élément que vous évoquez donc, depuis le début de cette émission, elle a trait aussi au dialogue que vous souhaitez avec... Pas forcément. À la responsabilité du président de la République, comme l'a fait le président Laurent Gbagbo, comme l'a fait le président Henri Konan Bédié. Ce n'est pas ça, c'est en dehors du discours. C'est la responsabilité du président de la République vis-à-vis de la nation, vis-à-vis des Ivoiriens. Monsieur le vice-président, ma question, elle est claire et je reprécise. Oui. Je parle du code de bonne conduite. Faut-il le réactualiser avec des éléments? On sait qu'il y a certains éléments pour permettre justement que la signature soit respectée, pour éviter ce que la Côte d'Ivoire a vécu. C'était également contenu dans le code de bonne conduite par rapport au comportement. Alors, je vais demander... Non, comme vous voulez, si vous voulez, je réponds à votre question. Rapidement, parce qu'il y a l'honorable, il y a le directeur de DC, Guy Bissongui, oui. Madame, très rapidement. Je suis candidat. Mon parti m'a choisi, je suis candidat. Oui. On signe le code de bonne conduite pour dire, bon, si nous allons, on va respecter ceci, on va respecter cela. Et puis, in fine, ma candidature n'est pas retenue. Et mes militants, qui sont mécontents, rentrent peut-être dans les mouvements. En quoi le code de bonne conduite aurait eu un impact réel sur le caractère apaisé des élections? Je vais demander au docteur Guy Bissongui de répondre parce que est-ce que le fait qu'il y a une idéologie, est-ce que
la polarisation justement du débat, la polarisation de cette situation, est-ce que parce que, justement, comme le dit le vice-président du PDCI, une candidature n'aurait peut-être pas été retenue, est-ce qu'après signature, et qu'il faille, parce que les militants sont fâchés, il n'y a pas cette responsabilité de peut-être pouvoir les calmer ou pouvoir leur expliquer quelle est la situation? Moi, je vous pose la question et je vous demande, dans la foulée, faut-il réactualiser le code de bonne conduite pour les élections de 2025? Oui, merci Eliane. Je vais répondre au dernier aspect de la question. C'est faut-il réactualiser le code de bonne conduite? Alors, on a écouté le micro-trottoir. Je pense que j'ai retenu le point de chute de l'intervenant en dernière position qui dit que le code de bonne conduite peut être vu comme étant un nouveau contrat social. Alors, pourquoi, en fait? Parce que, d'abord, le code de bonne conduite, c'est un document qui est signé entre les partis et groupements politiques, c'est bon à savoir, et par lequel les signataires s'engagent à respecter les règles et les bonnes pratiques pour une élection transparente, apaisée et démocratique. C'est là l'enjeu du code de bonne conduite. Alors, il faut rappeler que lors des élections ou en prélude aux élections municipales et régionales passées, en 2023, je parle des élections du scrutin du 2 septembre, il y a eu un code de bonne conduite qui a été signé par l'ensemble des partis politiques qui ont participé aux élections municipales et régionales. Ça a été signé le 23 mai 2023. Sous l'égide du National Democratic Institute, NDI. Alors, on a vu que ces élections, le contentieux ou les contestations éventuelles résultant ou ayant résulté de ce scrutin local ont été pour la plupart réglées par les voies de droit, par notamment devant le Conseil d'État. J'ai moi-même organisé ou coordonné la question du contentieux pour les candidats de notre parti. Et d'ailleurs, M. Tédier, honorable Tédier, vous voyez que le candidat de PPACI de San Pedro, qui avait fait une requête en annulation, ça avait prospéré. Alors, l'idée, c'est que ce que je veux dire, qu'est-ce qu'il faut faire justement le code de bonne conduite, pour moi, a eu notamment pour ces dernières élections un avantage de calmer un certain élément. Naturellement, il peut y avoir des violences marginales, mais vous avez indiqué certains endroits, en Le Gouemont, quelques endroits. Mais de façon globale, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pour dire la réactualisation, surtout pour les présidentielles, deux aspects. D'abord, ce sont les signataires qui doivent changer. Parce que, bien entendu, les signataires d'avant sont les partis politiques, mais les animateurs ne sont plus les mêmes. Donc, il faut réactualiser sur ce plan. Au niveau des signataires. Sur la forme des signataires. Alors, sur le fond, en réalité, le code de bonne conduite pour les élections ne fait que reprendre certains condensés et ramassis des dispositions constitutionnelles en matière électorale, des dispositions du code électoral en matière électorale, et aussi de quelques dispositions, par exemple, de la loi sur le régime juridique de la communication audiovisuelle en ce qui concerne le temps de parole, l'égalité, le libre accès aux médias de service public, voilà, tout comme également la loi relative au régime juridique de la presse. C'est tous ces éléments-là, toutes ces dispositions qui sont consignées et co-signées dans le code de bonne pratique. Alors, mais l'avantage, c'est lequel? C'est que le code de bonne conduite a une souplesse, parce qu'il a une nature conventionnelle, puisqu'il a été signé entre les parties elles-mêmes qui sont engagées. Est-ce que c'est suffisant? Alors que les lois, elles sont quasiment... Alors, moi, ça s'oppose. Si est-ce que c'est suffisant? Parce que oui. Est-ce que c'est suffisant justement d'avoir ces éléments? Il y a un caractère volontaire qui fait qu'on est apte à accepter ce qu'on a signé entre nous. Alors, et d'ailleurs, voilà, un peu comme un accord. Parce que c'est librement signé. C'est librement après, signé. M. SG, comme je me suis adressé à vous, mais après, SG, rapidement, est-ce que c'est suffisant? Mais je voulais répondre à la question globale. Oui, allez-y. D'accord. Le premier code a été signé en 2008. D'accord, oui, avant les élections de 2010, tout à fait. Alors, on était dans une situation particulière. C'est l'ONUCI, oui, qui a demandé aux acteurs politiques de venir signer qu'ils vont bien se comporter.
C'était une signature qui a été libre. Oui, mais je veux dire que c'est ce que dit le code. C'est sous l'égide de, c'est sous l'égide des Nations Unies. C'était 20 articles. Oui. Le premier, là, madame, permettez-moi, les signataires s'engagent à soutenir la tenue d'élections démocratiques libres, ouvertes et transparentes, organisées par la Commission électorale indépendante, CEI. Ils s'engagent à respecter le verdict des urnes. 1. Ils s'engagent également à n'utiliser que la procédure judiciaire prévue par les lois pour contester éventuellement les résultats des élections. C'était en 2008. Qu'est-ce qui s'est passé en 2010? Lorsqu'il y a eu contestation des résultats, on n'a pas le code là, personne n'a chose. Hein. On a plutôt appelé à la guerre pour dégager Gbagbo parce que, voilà. Il y avait une belligérance. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas faire le procès de ce qui s'est passé. Le code a une origine. Oui. Mais en réalité, aujourd'hui, honorable, aujourd'hui, on est en janvier, on est le 28 janvier 2025. J'ai bien compris. Est-ce qu'il faut réactualiser ou non? À mon avis. Oui. À mon avis. Oui, dites-nous. Le code de bonne conduite pour des acteurs politiques d'un pays indépendant depuis plus de 60 ans est infantilisant, madame. C'est votre avis et on le retient. C'est infantilisant. Très bien. Si on doit respecter la loi, on se donne des règles, on se donne des lois, on les respecte tous. On n'a pas besoin de venir devant quelqu'un comme des enfants dans la cour d'éducation pour s'engager à... Honorable. C'est infantilisant. Respectons les lois que nous nous donnons. Organisons des élections transparentes qui vont nous respecter, comme le Ghana l'a fait tout près ici, là. On n'a pas eu besoin de signer un code de bonne conduite. Donc, je vais dire que je ne suis même pas dans cette histoire de réactualiser. Pour moi, on n'a pas besoin de code de bonne la classe politique ivoirienne doit montrer sa maturité. Très bien. Doit montrer sa maturité. Sa responsabilité. Merci, sa responsabilité. En s'accordant sur des règles de compétition équitables qui mettent tout le monde à l'aise. Et puis, comme ça, quand le vainqueur a gagné, le vaincu va le féliciter et les Ivoiriens vont tranquillement à leurs occupations. Merci, honorable. On n'a pas besoin d'un code de bonne conduite pour cela. Alors, monsieur le secrétaire général, qu'est-ce que vous pensez, justement, après ce tour de table? Même ça, parce que je dis que le code de bonne conduite n'a jamais été respecté lorsqu'il s'agit des présidentielles. Or, c'est ça les élections les plus importantes. Et en voulant signer une code de conduite qu'on n'est pas capable de respecter parce que les conditions ne sont pas bonnes, à quoi ça sert de signer? Donc, dans votre conclusion... Pour les élections locales, ça n'a pas la même valeur, ça n'a pas la même signification, la même ampleur. C'est le même code. Donc, ce code-là, monsieur le secrétaire général, ceux qui s'engagent, le contexte et l'enjeu est différent. Mais ce sont des élections importantes pour une nation. Oui, mais les élections présidentielles, c'est un contrat qu'un individu signe avec le peuple. Donc, et les élections locales, est-ce que ce n'est pas un contrat qu'un législatif avec une population et les municipales avec également une population, même si elle est régionale? Oui, le contexte est différent. Oui. Et la cible, les personnes, les acteurs sont différents. D'accord. Donc, quand on prend un cours de bonne conduite, ça n'a pas la même implication que les... Donc vous rejoignez, honorable... qu'il faut respecter les décisions qu'on prend pour que les élections s'organisent convenablement. Alors les Ivoiriens vous regardent tous les quatre. C'est ça qui est important. Vous dites que ce n'est pas... ce serait peut-être pas pertinent. Vous dites que ce serait pas pertinent. Ce n'est pas nécessaire. Code de bonne conduite, est-ce nécessaire de sa réactualisation? Moi, je dis, c'est pas le code de bonne conduite qui est le problème. Le problème, oui, moi je reste ferme sur ma position. Monsieur le vice-président, c'est qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Monsieur le vice-président, qui a envoyé les coups d'État en Côte d'Ivoire. Monsieur le vice-président, qui a envoyé tous ces mouvements en Côte d'Ivoire. C'est le problème de l'éligibilité de Pierre ou de Paul. Monsieur le vice-président, monsieur le vice-président, monsieur le vice-président, monsieur le vice-président, monsieur le vice-président. Monsieur le vice-président, c'est moi qui dirige le débat, s'il vous plaît, et on ne change pas le thème. Non, j'explique. Non, je voudrais poser une question. Je vous demande, je parle du code de bonne conduite. Oui. Est-ce qu'il doit être réactualisé, oui ou non? C'est ça la question. Vous me dites oui ou non. Maintenant, le reste, effectivement, on en a parlé. Vous souhaitez vraiment avoir... Vous avez eu la réponse à travers ce que j'ai dit. Non, je n'ai pas eu la réponse. Vous n'avez pas eu la réponse? Non, du tout. Moi, je pense avoir répondu, parce que j'ai dit que ce n'est pas le code de bonne conduite. D'accord, donc vous... qui a le problème en Côte d'Ivoire, c'est pas ça qui envoie la... Donc vous n'avez pas d'avis? Non, j'ai un avis. D'accord, c'est lequel?
C'est celui de dire que le code, il n'est pas nécessaire. D'accord, donc il n'est pas nécessaire. C'est pas lui qui cause le problème. On est d'accord, il n'est pas nécessaire. On est d'accord, il n'est pas nécessaire. Merci, monsieur le vice-président. Je pense que... Le code est nécessaire ou pas? On va passer à une autre question. Voyez-vous que je l'ai indiqué, le 23 mai 2023, tous les partis ont signé. Donc je suis un peu surpris que vous dites que c'est pas nécessaire. S'il vous plaît, vous permettez, les partis ont signé, mais il y a eu des morts au nord. Non, mais je vais dire ça. Il y a eu des morts, il y a eu des crises de bourse, il y a eu des morts. Ça veut dire que ça passe. Monsieur le vice-président, est-ce que... Monsieur le vice-président... Exprimer, s'il vous plaît. Monsieur le vice-président... Alors, non, je veux dire, il y a deux choses. Il peut terminer rapidement. Je pense que si nous voulons des élections paisibles, à mon avis, toute initiative est bonne. Ça, c'est mon humble avis. Il est évident, ça a été rappelé, dans un état de droit, je l'ai rappelé d'ailleurs, il y a la Constitution qui prévoit les règles qui encadrent les élections. Vous avez le code électoral qui donne également des dispositions qui encadrent les élections. Mais le code qui a une nature conventionnelle peut apporter un plus. Alors, si tout le monde était vertueux en respectant la Constitution, les lois du code électoral, on ne se trouverait pas là. Mais comme nous avons une situation, malheureusement, où très souvent des élections sont contestées, les acteurs s'entendent entre eux pour dire nous voulons un code de bonne conduite. Mais le code de bonne conduite, attention, il peut être écrit ou pas écrit. C'est un code, c'est-à-dire notamment la vision d'application des textes. Pour moi, il est important de le vulgariser davantage pour que nul n'en ignore les dispositions. Parce que chacun ne connaît pas, tout le monde ne connaît pas notamment les dispositions légales et constitutionnelles qui encadrent des élections. Mais par contre, le code de bonne conduite va s'adresser aux acteurs. Et je pense d'ailleurs qu'il faut... Oui, docteur, on va aller notamment la société civile. Oui. Alors, peut-être que là, je vais faire mon point de chute là. Alors, ici, c'est ensemble, en fait, qu'il faut construire un climat apaisé. Il n'y a pas que les partis politiques, il y a la société civile, il y a les citoyens, c'est un ensemble. Alors, si on regarde la responsabilité unique des partis politiques, il est évident que nous, on peut s'entendre, mais si... Est-ce que vous entendez d'ailleurs? Corps, élément du corps social... Est-ce que vous entendez d'ailleurs? On s'entend sur l'essentiel. Je vois que sans doute si... On se voit... Là, tu dis, c'est qu'on inscrit le... Vous voyez, en dehors... Si c'est fait... Non, moi, je suis... Vous parlez quand même, n'est-ce pas? Oui, on se parle, pas des ennemis. Voilà. Nous avons appris à faire la politique sans haine. De combattre politiquement sans haine. Et nous, tous là, on a été formés dans ça. Donc, pour nous, la politique est un jeu. La politique est un jeu. Et il s'agit de montrer que tu es plus intelligent et tu as des meilleures propositions pour la société. Parce que la politique, c'est l'art de la gestion de la cité. C'est ce qu'on dit, non? Alors, le code de bonne conduite n'est pas une fin en soi. Et pour moi, je répète, ce n'est même pas utile. Par contre, les dispositions conflictuelles d'un texte de loi, on s'assoit, puisque les textes de loi sont des contrats sociaux. Et s'il y a un contrat social, qu'à un moment donné, il pose problème dans certaines de ces dispositions, le plus intelligent à faire, c'est de s'asseoir à nouveau pour dire, ah, sur tel aspect de notre contrat social, il y a tel qui n'est pas d'accord et tel, pourquoi tu n'es pas d'accord? Il vient, il explique. Si ce qu'il dit n'est pas pertinent, il est mis en minorité, il se range. Messieurs, je vais vous poser une question à tous les quatre qui sera aussi en guise de conclusion, c'est-à-dire que je vais vous demander à chacun quels sont vos agendas pour les mois à venir et votre mot de fin à l'attention de tous ceux qui nous regardent ce soir, jeunes, moins jeunes, femmes, en tout cas toute la population. Honorable, vous avez la parole. Merci. Très rapidement. Je voudrais d'abord dire merci pour cette opportunité qui est donnée aux partis politiques de parler à la Côte d'Ivoire. Et nous espérons que ça va se répéter et vous êtes bien placé pour le faire. Vous avez bien conduit le débat. L'agenda, le PPACI de Laurent Gbagbo... Vous avez 30 secondes. Oui, envahit le terrain. Nous avons investi le terrain. Le président Gbagbo, dans l'opération Kokoko, commence dès ce week-end à visiter les populations. Notre agenda, c'est de faire en sorte que ce que nous avons à vendre comme offre politique là, soit expliqué de façon méthodique. Et donc, nous avons des tournées. Quel est le message aux Ivoiriens qui nous regardent? Ça, c'est très important. Les Ivoiriens doivent rester sereins et être comment dire, aux aguets pour rappeler à l'ordre tous les dirigeants de quelque bord qu'ils soient. Merci. Que la Côte d'Ivoire aille à une élection apaisée. Merci, Honorable. Et que les dispositions qui doivent être changées par ceux qui en ont l'initiative puissent le faire
et que la classe... Honorable, on est en train de refaire le débat. Non, on est en train de refaire le débat. Non, je vous demande... L'appel, pas le débat, pardon. L'appel, s'il vous plaît, aux Ivoiriens de rester sereins, et d'avoir la foi et d'avoir l'espérance. Merci. Les partis politiques font tout ce qu'ils peuvent, le PPACI en tout cas. Merci, honorable. Vous avez clignoté dans le temps de votre voisin. Donc je suis désolé. Oui, voilà. Votre message à l'endroit de ceux qui nous regardent, s'il vous plaît. D'abord, le programme, le président du parti l'a dit rapidement, en mars, nous aurons un bureau politique pour qu'au plus tard en avril, nous fassions notre convention de désignation de notre candidat pour la présidence. Le message maintenant aux Ivoiriens. Aux Ivoiriens, ils sont là. C'est qu'ils sont là. Je m'adresserai plutôt, les Ivoiriens, ils n'ont pas de problème. Il n'y a pas eu de crise entre les individus, entre les ethnies en Côte d'Ivoire. C'est les hommes politiques, c'est la classe politique qui est à la base des crises. Et la base de cette crise-là, c'est le problème d'inclusivité. Merci, monsieur le vice-président. Monsieur le secrétaire général du FPI, monsieur Niepa. Nous sommes dans notre agenda. Votre message aux Ivoiriens. Nous avons désigné le candidat du Front populaire ivoirien, Kafin Guessan, comme le candidat au présidentiel de 2025. Un message. Nous avons fini notre programme de gouvernement, l'offre politique que nous allons présenter à partir de mars. Votre message. Nos textes sont venus. Votre message. Ce que nous voulons dire aux Ivoiriens, c'est que 2025, nous ne voulons pas que ce soit 2020, 2010. Merci. Et pour ça, nous demandons à ce qu'il soit serein. La sérénité. Et que la sérénité. Merci. Parce que celui qui a la destinée des Ivoiriens en main, nous espérons qu'il va amener, qu'il va se comporter, qu'il va poser des actes qui peuvent rassurer les Ivoiriens. Merci, monsieur le secrétaire général. Merci. On va terminer avec vous, monsieur le directeur de cabinet, docteur Denis Songui. Alors, très rapidement également. Le programme, à court terme, nous aurons des tournées du secrétaire exécutif, un peu des tournées nationales dans toutes les coordinations régionales, de sorte à renforcer nos bases et en prélude à la campagne présidentielle imminente. Alors, message aux Ivoiriens. Je dirais aux Ivoiriens, n'ayez pas peur. Nous devrons mettre fin à la fatalité des violences électorales, montrant ainsi la maturité démocratique des Ivoiriens. Nous avons un parcours important de démocratisation et nous pensons qu'il est temps que la démocratie ivoirienne se consolide et se renforce à travers cette élection de 2025. Merci, donc pas peur. Merci à tous les quatre et à travers vos partis politiques, le RHDP, je vais le faire ainsi, le FPI, le PDCI et le PPACI. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages. Ce n'est pas le dernier débat. Bien sûr, œuvrons tous pour la paix. À très bientôt. Bonsoir. Bonsoir.